Merci de nous suivre. Nous sommes dans le deuxième chapitre de cette émission juridique spéciale avis client et j'ai le plaisir d'être accompagné d'Amira Bounedjoum. Bonjour Amira, rebonjour. Vous êtes avocate au sein du cabinet Simon Associés et on va parler avec vous du cadre légal de l'avis client. Alors, première question assez simple, somme toute, est-ce qu'aujourd'hui il existe un cadre juridique pour encadrer les avis clients ? Alors, il existe un cadre juridique aujourd'hui pour encadrer ces avis clients, un cadre qui est évolutif, puisque peu à peu, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, pour s'adapter à la société et aux nouvelles tendances, le droit aussi a dû s'adapter. Avant cette adaptation, on va le voir qui est quand même assez récente, on a eu d'abord un cadre qui était plutôt standard, qui visait pas forcément l'avis client, mais dans la mesure où un avis client, c'est un message, un contenu qui est mis en ligne par des internautes et diffusé et hébergé par des hébergeurs et des sites internet, on avait forcément un cadre juridique pour tous les contenus en ligne qui peuvent exister. Et donc, les avis clients étaient forcément concernés. La loi pour la confiance dans l'économie numérique, notamment, a posé un certain nombre de règles, et notamment des règles sur la responsabilité de ceux qui mettent en ligne du contenu, et notamment à quel moment ils engagent leur responsabilité si le contenu qu'ils véhiculent est illicite. Donc un avis client qui serait illicite pour diverses raisons, soit parce que on pourrait considérer qu'il véhicule un message diffamatoire, dénigrant, inciterait à la haine, à la violence, etc. En tout cas, tout contenu qui pourrait être réprimé par la réglementation engage la responsabilité de celui qui en est l'auteur dans un premier temps. Mais quand on parle d'avis client, très souvent, l'auteur, c'est un consommateur. On ne retrouve pas son identité. Au mieux, on peut retrouver un pseudonyme sur Internet. Et même si juridiquement, aujourd'hui, il existe des actions pour pouvoir réidentifier ou du moins tenter d'identifier qui est l'auteur d'un contenu en ligne, ça reste toujours assez hasardeux. Et puis, de toute manière, quand on est le sujet de l'avis client, quand on est celui qui est évalué, le plus important, souvent, c'est de faire rapidement supprimer cet avis et pas forcément, en tout cas pas toujours, d'entamer des procédures contre son auteur. Donc, on ne va pas forcément se concentrer sur son auteur, mais heureusement, le droit permet aussi d'engager la responsabilité de ceux qui hébergent ce contenu. Donc, même si ce ne sont pas eux qui l'ont rédigé, leur responsabilité peut être engagée sous réserve qu'ils aient été notifiés du caractère illicite du contenu qu'ils ont mis en ligne, donc de cet avis client qui serait en tout cas considéré comme illicite et qu'ils n'auraient pas agi promptement. Donc vous voyez, le cadre juridique, au final, même s'il n'était pas spécifiquement, même s'il ne concernait pas spécifiquement les avis clients se retrouvaient quand même sous le coup de ces dispositions-là. Et donc ceux qui les diffusaient devaient quand même faire attention. Et donc ça les incitait à prévoir des mécanismes de modération. La modération, c'est un enjeu clé dans les avis clients. Donc très souvent d'ailleurs, et puis même juridiquement, c'est pas toujours le bon plan en plus de ça de mettre en place une modération a priori, donc avant même qu'on diffuse. Mais en tout cas, ça oblige et ça tend vers cela, c'est que les professionnels qui vont diffuser ces contenus, pour ne pas voir leur responsabilité engagée en raison du contenu de cet avis, doivent à minima prévoir une modération a posteriori. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est mis en ligne et que quelqu'un viendrait signaler son contenu. Ensuite, au-delà de ces dispositions, de ces règles-là, on a vu apparaître des réglementations qui sont venues encadrer pas forcément le contenu qui peut être mis en ligne, mais l'activité même de mettre à disposition d'un public de consommateurs certaines informations. Et donc on a vu plein de réglementations en guise d'exemple, mais c'est absolument pas la seule, un règlement européen qu'on appelle le règlement plateforme to business qui concerne en fait le règlement qui vient encadrer les activités des marketplaces, du type Amazon, la Fnac, etc. On retrouve dans ces règlements-là des dispositions qui concernent ces opérateurs, ces plateformes en ligne qui, elles, sont soumises à des obligations très fortes de
transparence dans les contenus qu'elles mettent à disposition des consommateurs. Et donc là encore, quand on est une plateforme qui propose des avis clients, et on l'a vu aujourd'hui, l'avis client se professionnalise, et donc on a des acteurs qui viennent qui viennent avoir une activité qui consiste à collecter, diffuser des avis qui concernent un tiers. Et bien ces plateformes-là sont des plateformes numériques, tombent sous le coup des dispositions concernant les plateformes en ligne de manière générale, quel que soit le service qu'elles proposent. Et donc là, on se rend compte que ces plateformes, au-delà même du contenu qu'elles véhiculent, la manière dont elles peuvent le mettre à disposition des consommateurs doit respecter un certain nombre de règles très particulières et particulièrement des exigences en termes de transparence et de loyauté dans l'information qu'elles diffusent. Et puis, on se rend compte là que petit à petit, progressivement, on commence à avoir des dispositions qui vont vraiment être spécifiques aux avis clients. Et on le voit dans le Code de la consommation, on va avoir des articles qui vont clairement concerner un type d'acteur bien déterminés, que sont les gestionnaires d'avis en ligne. Donc on retrouve maintenant dans nos codes des dispositions qui parlent bien d'avis de consommateurs, d'avis qui viennent relater une expérience consommateur. Et c'est assez intéressant parce que pendant longtemps, on n'avait que un cadre, on va dire, plutôt générique, qui concernait, donc, en tout cas, les avis clients étaient concernés par ce cadre générique. Et on avait parallèlement à un cadre purement légal des normes d'application volontaire, des certifications ISO qui sont venues progressivement depuis environ 2012 à poser un cadre, des standards, on va dire plutôt unifiés pour la gestion, la collecte, la modération, la diffusion d'avis clients. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de parler d'avis contrôlés. On a fait référence à plusieurs reprises de cette notion d'avis contrôlé. C'est parce qu'on a des organismes aujourd'hui qui peuvent être certifiés parce qu'ils décident volontairement et spontanément de respecter les exigences d'une norme. Et en conséquence, en respectant ces exigences-là, se retrouvent à pouvoir démontrer que les avis qu'ils peuvent diffuser, contrairement à d'autres qu'on peut retrouver en ligne sans certification, ont fait l'objet d'un contrôle. Alors ces normes, elles sont intéressantes parce qu'elles ont pour objectif de permettre aux consommateurs d'avoir une certaine confiance dans les avis qu'ils peuvent lire. Donc c'est des normes qui vont participer à préserver la confiance des consommateurs et la fiabilité des avis qu'on va lire. Mais comme je vous l'ai dit, ces normes, elles étaient vraiment d'application très volontaire. Elles posent des exigences qui sont très importantes et qui suggèrent du coup pour les professionnels qui veulent s'en prévaloir de réaliser un certain nombre d'investissements et pas que financiers, aussi humains, matériels et organisationnels pour pouvoir démontrer que les avis qui vont être collectés à travers leurs mécanismes sont des avis fiables. Et donc, on va retrouver des exigences, notamment sur le fait de ne pas pouvoir faire de sélection dans les personnes qu'on va interroger, parce que sinon, on peut faire dire ce qu'on veut à des avis clients, qu'on ne va pas faire de sélection dans l'avis qu'on va diffuser, puisque une fois qu'on a collecté un avis, il n'est pas question de sélectionner que des avis qui seraient, par exemple, positifs. D'autres exigences qui vont plutôt nous permettre d'être rassurés en tant que consommateurs, on va dire, sur l'intégrité de l'avis, c'est-à-dire s'assurer que l'avis qu'on lit sur un site correspond bien à l'avis tel qu'il a été rédigé par le consommateur. Donc ça, c'était normatif. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que je pense, à titre personnel, que même le droit, en fait, va de plus en plus se diriger vers un cadre légal qui va s'apparenter, en fait, à ces normes-là, qui ne vont plus donc rester spontanée, en tout cas leur application ne va plus rester volontaire, mais va être retranscrite dans notre dispositif légal. Et pourquoi je vous le dis? Parce que
On le retrouve dans les nouvelles dispositions du Code de la consommation. On retrouve certaines règles, certaines exigences qui sont posées par ces normes dans notre droit positif. Notamment, pour pouvoir garantir cette fiabilité des avis, cette confiance du consommateur, on voit que maintenant les opérateurs, les gestionnaires d'avis en ligne sont dans l'obligation de permettre aux consommateurs de s'assurer que l'avis qu'ils sont en train de lire, même si ce n'est pas un avis contrôlé, donc même si le gestionnaire, lui, ne s'est pas soumis à cette norme-là, il n'en demeure pas moins que juridiquement, il est dans l'obligation d'avoir fait un certain nombre de vérifications, notamment s'assurer que l'expérience du consommateur peut être vérifiable. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve maintenant une obligation de faire figurer à côté de chaque avis les dates d'expérience. Ça permet, au consommateur de voir qu'il y a véritablement eu ou pas une expérience, et au professionnel qui est évalué, de pouvoir vérifier que cette expérience s'est véritablement déroulée. Parce que quand il a un début d'identité, un contenu d'une expérience et une date, ça lui permet déjà d'être un peu plus en mesure de vérifier. On va retrouver aussi un certain nombre d'obligations, d'exigences qui pèsent sur ces gestionnaires-là pour pouvoir démontrer la manière dont on va présenter ces avis, comment est-ce qu'on va les trier, dans quel ordre on les fait apparaître, comment est-ce qu'on les a contrôlés ou pas, est-ce qu'il existe un contrôle, etc. Et le législateur est venu imposer des obligations, notamment de forme, en plus de ces obligations de fond, des obligations de forme assez strictes. D'ailleurs, on voit bien aujourd'hui qu'il y a certaines plateformes qui ont du mal à suivre et à les mettre en œuvre. Et c'est notamment ce qui explique pourquoi on a quelques décisions qui reviennent sur la conformité des plateformes. Puisque, toujours pour permettre aux consommateurs d'avoir une vision fiable et en tout cas la plus claire et la plus loyale possible, le consommateur doit très aisément, de manière claire, concise, retrouver toutes les informations qui lui seront utiles pour s'assurer que l'avis qu'il est en train de consulter émane d'un vrai consommateur, avec la date, une temporalité dans cet avis-là. 2, que celui qui présente cet avis-là n'est pas en train de faire un favoritisme en mettant en avant certains avis plutôt que d'autres. Et donc, le gestionnaire doit absolument indiquer au consommateur comment on les lui présente, comment on les a vérifiés, comment on les contrôle, etc. Et donc, on voit bien, à travers toutes ces exigences, qui sont maintenant retranscrites dans le Code de la consommation, que le législateur commence à définir des règles très précises et très spécifiques aux avis clients. Et d'ailleurs, peut-être juste pour conclure, au-delà donc de cette conformité qui... Aujourd'hui, on se rend compte que, et c'est aussi ce qui explique, on le verra quand on parlera du contentieux, pourquoi est-ce qu'on voit que le contentieux commence à changer, qu'il ne se focalise plus vraiment sur un avis, mais plutôt sur une plateforme d'avis et sur les acteurs des avis clients. C'est parce que, en fait, on voit que maintenant, si une plateforme qui veut diffuser, dont l'activité c'est de diffuser des avis clients, veut continuer à le faire, elle est obligée de respecter toutes ces exigences-là. Autrement, ce n'est pas l'avis qui est supprimé, mais c'est carrément toutes les pages entreprises qu'elle va référencer, pour lesquelles elle va pouvoir collecter des avis, qui vont devoir être supprimées. Et d'ailleurs, maintenant, un opérateur qui va présenter à des consommateurs des avis clients qui seraient présentés comme des vrais avis alors qu'ils ne le seraient pas, et que ces avis concerneraient des produits, alors là c'est quand même spécifique, pas forcément sur des services, mais sur des produits. On a maintenant dans le Code de la consommation une disposition qui vient nous dire que ces faits-là sont constitutifs d'une pratique commerciale trompeuse. Vous voyez, la réglementation, maintenant, elle devient de plus en plus spécifique. Alors, très rapidement, oui. Fin 2022, donc récemment, des règlements européens annoncés comme majeurs dans le monde du numérique ont été adoptés. Alors, il s'agit du DSA pour Digital Services Act et du DMA pour Digital Markets Act. Est-ce que ces règlements ont eu un impact sur les avis clients ?
Oui, elles ont eu, et puis elles vont surtout avoir, parce que leur application est un peu différée dans le temps, mais elles ont un impact forcément dans les avis clients. Le DSA, tout d'abord, pose des exigences qui sont de plus en plus fortes sur notamment la modération de contenu. Donc on va le voir que maintenant toutes les plateformes, tous les gestionnaires d'avis vont être soumis à des obligations de plus en plus fortes sur le contrôle des avis qu'ils peuvent mettre en ligne. Donc on va avoir ces impacts-là sur la modération. Et puis le DMA, le Digital Markets Act, lui, contrairement au DSA dont l'objectif est surtout de lutter contre des contenus illicites, vient plutôt restaurer, on va dire, un libre jeu de la concurrence, éviter certaines dominations, et va surtout concerner les très très grosses plateformes. Et indirectement, ça va avoir un impact sur certains avis clients, puisque une des références, on va dire, phares comme plateforme d'avis clients, on a quand même Google. Et puis on voit bien que maintenant les fiches Google Business qu'on retrouve sans les avoir recherchées sur Internet, sur le moteur de recherche, dès qu'on recherche n'importe quelle société, c'est une vitrine incroyable. Et là, on retrouve tous les avis clients, qu'on cherche ou pas des avis clients. Donc, elles sont imposées aux consommateurs. Ce règlement va avoir un impact puisque ça ne concerne pas forcément les avis clients, mais en tout cas, ça ne permet plus à ces très très grandes plateformes, si je veux schématiser et synthétiser, de pouvoir préférencer, de mettre plus en avant leurs services que des services tiers. Donc ça veut dire que Google ne pourrait plus, donc là on va voir quelles alternatives Google va retrouver, mais ne pourrait plus mettre en avant ses avis dès lors sur son moteur de recherche au détriment des avis qu'on pourrait retrouver sur d'autres plateformes. D'accord. C'est très clair. Merci beaucoup, Amira. On se retrouve tout de suite pour un nouveau chapitre de cette émission juridique, deuxième épisode consacré aux avis clients.